Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un projet qui fascine autant qu'il divise, le réseau Paille. C'est le moins qu'on puisse dire. On a devant nous un ensemble de documents qui dépeignent une année charnière, l'année 2025. C'est vraiment le moment où Paille, après des années de promesses un peu en vase clos, est projeté dans le monde réel. Brutalement même. Oui, brutalement. Et ce qu'on va essayer de décrypter ensemble, c'est pas juste l'aspect tech, c'est une sorte de guerre idéologique qui se joue. C'est exactement ça. D'un côté, il y a la logique des marchés financiers, impitoyable. Et de l'autre, une communauté de millions de personnes qui essayent d'imposer sa propre vision de la valeur. C'est cette bataille pour l'âme du paille qu'on va explorer. Et pour bien la comprendre, il faut juste se rappeler l'idée de départ, qui était en fait toute simple mais assez révolutionnaire. La crypto sur smartphone. Voilà. Avant Pi, la crypto, c'était un truc de geek. Il fallait des machines puissantes, des connaissances pointues. Pi a dit « Et si votre téléphone suffisait ?» Juste un bouton sur lequel appuyer. Et ça a attiré un monde fou. Une communauté colossale, avant même que ça vaille un centime. Et c'est cette communauté qui est au centre de tout aujourd'hui. Alors allons-y. Plongeons dans cette année 2025. Le premier grand choc, c'est le 20 février. Le lancement du mainnet ouvert. Le Big Bang. C'est ça. Si je comprends bien, c'est le moment où Pi arrête d'être un jardin clos, comme disent les sources, Oui, une sorte de version test. pour devenir une vraie crypto-monnaie, connectée au reste du monde. On ouvre les portes. C'est le point de non-retour. Et les implications sont gigantesques. Pour des millions de gens, les Pi qu'ils ont accumulés tous les jours, ce ne sont plus des points dans un jeu. Ça devient un actif, quelque chose de potentiellement tangible. Exactement. Et pour les développeurs, c'est la liberté. Ils peuvent créer des applications, des services, sans demander la permission. La promesse, là, elle devient concrète. Et pour la rendre encore plus concrète, on voit arriver un truc à la fin de l'année qui semble vraiment, absolument clé. Bah oui, je vois de quoi vous parlez. Les connexions bancaires instantanées. C'est bien l'idée de pouvoir lier son compte en banque à son portefeuille Pi et de convertir ses Pi en euros, en dollars, quasi instantanément. C'est ça. Pour les utilisateurs vérifiés, ceux qui ont fait le KYC. Et ils sont nombreux, non? 17,5 millions à ce moment-là. Et c'est ça qui est crucial. Ce n'est pas un simple gadget technique. C'est un pont. Un pont à très très fort trafic entre le monde de paille et la finance du quotidien. Ça change tout pour l'adoption. Pensez à un petit commerçant. Il accepte des pailles. S'il sait qu'en un clic, il peut convertir sa recette du jour en monnaie locale pour payer son loyer, ça change radicalement sa perception du risque. D'accord, le paille devient moins un actif spéculatif et plus Un outil de paiement. Un vrai. Sauf que, qui dit ouverture au monde dit confrontation avec la réalité du marché. Et là, les documents parlent de montagne russe. C'est une bonne image, oui. Au début, c'est l'euphorie totale. Le prix grimpe, il atteint un sommet à 3 $. Et puis, Et puis, c'est la douche froide. vertigineuse. Il finit l'année à 20 centimes. Comment on explique une telle dégringolade? C'est un peu la tempête parfaite, mais avec une logique assez classique. D'abord, il y a eu une migration énorme. On a parlé des 17,5 millions d'utilisateurs vérifiés. Il y en a 15,7 millions qui ont transféré leur paille sur le réseau principal. Donc, prêt à vendre? Potentiellement. Ensuite, il y a les pionniers, ceux qui étaient là depuis le début. C'est humain. Ils ont voulu prendre leurs bénéfices. Ils ont vendu. Logique. Et enfin, le facteur le plus important, l'offre. On s'est retrouvé avec presque 8,4 milliards de pailles en circulation. 8,4 milliards. C'est astronomique. C'est comme vouloir vendre un diamant quand tout le monde en a déjà plein les poches. C'est une excellente analogie. C'est exactement ça. Au début, l'abondance a tué la perception de rareté sur les marchés. Et j'imagine les conséquences. Forcément. De la frustration dans la communauté, des critiques, et surtout, les gros acteurs, les plateformes d'échange sérieuses, les investisseurs institutionnels, Il reste à l'écart. ils regardent de loin en se disant « c'est trop instable pour nous ». Donc le prix s'effondre, la frustration monte. On pourrait se dire que c'est la fin de l'histoire. On pourrait. Mais c'est là, d'après nos sources, que tout bascule et que ça devient fascinant. La communauté, en quelque sorte, prend le taureau par les cornes. C'est exactement ça. La conversation change complètement. On arrête de se focaliser sur le prix et on se pose une question beaucoup plus fondamentale. À quoi ça sert, concrètement, un Pi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Voilà. Et de cette crise, de cette question, naissent deux visions. Deux chemins radicalement différents pour créer de la valeur. Tunnel, on va dire. La voie classique.
On voit apparaître des outils financiers dans l'écosystème Pi, un échangeur décentralisé, un DEX, et un Automated Market Maker, un AMM. Pour simplifier, c'est comme si Pi avait construit sa propre petite bourse, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est la construction d'une infrastructure financière autonome. On donne les outils pour qu'une économie interne puisse se développer. De nouveaux projets peuvent se financer. Exactement, en émettant leurs propres jetons qu'on peut échanger contre des PI. Le PI devient la monnaie de base, l'étalon or de cet écosystème. C'est une voie de légitimité par la technologie, par le marché. On construit des fondations solides et on espère que la valeur suive. Organiquement, oui. Avec l'activité économique réelle que ça génère, ça c'est la voie classique. Mais il y a cet autre mouvement, presque une philosophie parallèle, qui semble à première vue complètement folle. Ah, la GCV. La Global Consensus Value. Attendez, j'ai bien lu. L'idée, c'est que la communauté se met d'accord pour dire qu'un pi vaut 314,159 $. Oui, vous avez bien lu. Et ils font juste comme si le marché à 20 centimes n'existait pas. C'est aussi radical que ça. C'est une tentative de création de valeur par le bas. On court-circuite totalement les marchés financiers. Mais comment? L'idée, c'est que si des millions de personnes se mettent d'accord pour échanger des biens, des services entre elles, sur la base de cette valeur, alors cette valeur devient réelle. Pour elle, en tout cas. Pour elles, au sein de leur économie. Elle n'est plus basée sur l'offre et la demande spéculative, mais sur un consensus social, un contrat social. Et ce qui est troublant, c'est ce que disent les sources sur l'équipe centrale de Pi. Le silence de l'accord team. Ils n'ont jamais condamné ou rejeté officiellement cette vision. Et ce silence, beaucoup l'interprètent comme une forme de soutien tacite. Je comprends l'idée, c'est une utopie séduisante, mais honnêtement, ça ressemble quand même plus à une croyance qu'à un modèle économique viable, non? Comment ça peut tenir face à un marché qui vous dit que votre actif vaut des miettes? C'est la question. Et c'est pour ça que c'est une expérience fascinante à observer. Mais ce n'est pas qu'une théorie discutée sur des forums. Ah non. Non. Et c'est là que ça devient incroyable. C'est déjà en pratique. Les documents nous donnent des exemples très concrets. Des applications de marketplace, en Indonésie par exemple. Kawanoa VIP, Makota Big Trade. C'est ça. Et ce ne sont pas des sites pirates. Ce sont des applications validées, accessibles depuis le navigateur officiel de Pi. Et qu'est-ce qu'on y trouve sur ces marketplaces? Des annonces. Des voitures, de l'électronique, de l'immobilier, avec des prix fixés selon la valeur GCV. Un article mentionne une voiture en vente pour 0,27 pi. 0,27 pi. Mais est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui achètent une voiture pour ce qui correspondrait selon leurs calculs à des dizaines de milliers de dollars, alors qu'ils pourraient vendre ces mêmes 0,27 pi pour quelques centimes sur un marché? Ça défie la logique économique classique, on est d'accord? Carrément. Or. C'est extrêmement significatif. Ça suggère qu'il laisse l'expérience se faire. On voit aussi des modèles hybrides plus pragmatiques. Un site en Côte d'Ivoire, eMarketPay, où l'on peut acheter un produit en payant 50% en paille au taux GCV et 50% en monnaie locale. D'accord, une sorte de pont entre les deux mondes. Voilà. C'est une façon de construire ce pont progressivement. Donc, si je résume, d'un côté, on a les développeurs qui bâtissent une bourse interne en espérant que le Pi suive les règles du marché, C'est ça. et de l'autre, des commerçants et des utilisateurs qui agissent comme si ces règles n'existaient pas, et qui créent leur propre réalité. C'est un grand écart monumental. C'est le cœur du réacteur, une tension créatrice. Car ces initiatives GCV, même si elles semblent irrationnelles, elles créent de l'utilité. Elles donnent une raison d'utiliser le Pi pour autre chose que la spéculation. D'accord. Et ça nous amène à la partie la plus énigmatique de nos sources. Oui. Une application au nom très évocateur, World Bank's Pi. Les affirmations sont assez folles. Plus de 3 millions de Pi déjà stackés, donc bloqués pour générer des intérêts, une activité dans plus de 100 pays et des services qui ressemblent à de la banque privée. Faut-il y voir une main des grandes banques? Alors là, il faut être très très prudent. Les documents présentent ça comme une possibilité, un premier pas silencieux. Il n'y a aucune confirmation officielle. Évidemment. Ce serait même très surprenant à ce stade. Mais ce n'est pas complètement farfelu non plus. On sait que toutes les grandes institutions financières ont des labos qui explorent la blockchain. Ils testent des choses en secret. Exactement. Et l'attrait d'un réseau comme Pi, avec des dizaines de millions d'utilisateurs dont beaucoup sont déjà identifiés, c'est un terrain de jeu potentiel immense pour elles, pour tester des produits financiers à grande échelle.
Donc, même si cette application n'est pas une collaboration officielle avec une grande banque, son existence est un signal. C'est un signal faible, mais c'est un signal. Ça montre que l'écosystème est assez mature pour que des acteurs, même anonymes, tentent de construire des ponts sophistiqués vers la finance traditionnelle. Ça prouve que le potentiel est perçu bien au-delà de la communauté initiale. Si on fait le bilan de cette année 2025, on a un projet qui explose sur la scène publique, qui subit un crash terrible et qui, au lieu de mourir, se met à... Muté, C'est une excellente synthèse. il développe deux personnalités presque schizophrènes pour survivre. De grandes narratives, donc. Oui, la première, c'est la voie de la légitimité par le marché. On développe des outils financiers, on essaye d'être listé sur les grandes plateformes, on bâtit un écosystème de développeurs en espérant que le prix finisse par refléter la solidité du projet. La voie du marathon. C'est ça. Et la deuxième, c'est la voie de la légitimité par la conviction et l'usage. C'est le mouvement GCV. On ignore le marché. On ignore le marché et on construit une économie circulaire basée sur un consensus, la voie de l'utopiste pragmatique. Et le plus fascinant, c'est que ces deux voies ne s'excluent pas, elles coexistent. Ce qui nous amène à la question finale, à la pensée qu'on pourrait laisser à nos auditeurs. Oui, et pour moi, c'est la chose la plus importante à retenir. La vraie question pour l'avenir de Pi n'est peut-être pas seulement technologique ou financière, c'est une question de récit. Quelle histoire va s'imposer? Exactement. Est-ce que ce sera celle dictée par les marchés externes, avec leur logique de volatilité et de spéculation qu'on connaît bien, ou bien celle radicalement différente qu'une communauté de millions de personnes pourrait réussir à écrire et à maintenir juste par sa force de conviction et son activité économique? La réponse, quelle qu'elle soit, ne concernera pas que Pi. Elle nous en dira long sur notre capacité à construire des réalités économiques alternatives à l'ère du numérique.